Passons à présent au routage dynamique avec OSPF. Donc nous avons déjà vu dans l'introduction les différents protocoles existants. RIP n'est quasiment plus utilisé, nous allons voir pourquoi. Et la CCENT aujourd'hui se concentre sur l'OSPF. Donc nous allons voir dans cette vidéo tout d'abord une rapide introduction au problème du plus court chemin, qui est donc un problème essentiel dans votre topologie réseau. Ensuite, nous verrons les limitations de RIP. Nous reverrons une petite introduction à l'OSPF, donc l'Open Shortest Path First. Nous verrons son fonctionnement, le concept d'AREA, et nous passerons ensuite à la pratique. Donc nous verrons comment l'activer sur vos routeurs, comment définir le routeur ID de chacun de vos routeurs, comment activer l'OSPF sur une interface, sur un réseau, comment faire en sorte qu'une interface soit passive, nous verrons ce que c'est, et enfin, nous reverrons quelques commandes d'information. Donc, concernant le problème du plus court chemin, c'est un problème classique de théorie des graphes, c'est-à-dire que là, par exemple, sur la droite, je vous ai donné un petit exemple de ce qu'est un graphe pondéré. Donc, nous avons nos différents éléments, ce qu'on appelle les sommets, A, B, C, D et E, et reliés par des arêtes qui ont chacun un poids. Donc le but du problème du plus court chemin est de trouver le chemin le plus court, comme son nom l'indique, c'est-à-dire le chemin permettant d'accéder d'un point A à un point B, d'un sommet à un autre, en favorisant le chemin qui passera par soit le minimum d'arêtes, le minimum de sommet, soit par le chemin avec le plus court, la plus faible somme de poids sur les arêtes empruntées. Donc vous pouvez par exemple voir ces poids comme des distances kilométriques. Donc c'est ce qui nous permettrait de trouver le plus court chemin d'un point A à un point B dans le monde réel, disons, pour votre itinéraire routier, etc. Dans le cadre des réseaux, ce qui va nous intéresser dans ce problème, c'est comment trouver le chemin le plus rapide entre un routeur et un autre. Donc les routeurs seront nos sommets, les liaisons entre les routeurs seront les arêtes, et les poids pourront être le temps nécessaire pour emprunter une liaison, ou la bande passante de cette liaison, etc., etc. Donc il existe de nombreux algorithmes pour résoudre ce problème, plus ou moins efficaces selon les contextes. Il y en a deux qu'on va utiliser dans le cadre du routage. C'est l'algorithme de Dijkstra, très difficile à prononcer. C'est ce qu'on appelle aussi l'algorithme SPF pour Shortest Path First. Et ensuite nous avons l'algorithme de Bellman-Ford. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ces algorithmes, vous pouvez aller voir sur internet en détail comment ils fonctionnent. Nous on va plutôt s'intéresser aux protocoles qui les utilisent. Donc tout d'abord le RIP. Donc le RIP, comme vous le savez, nous l'avons vu dans l'introduction, c'est un des plus anciens protocoles de routage intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle un protocole à vecteur de distance. Donc les protocoles à vecteur de distance, c'est justement des protocoles qui vont avoir tendance à utiliser l'algorithme de Bellman-Ford. Donc le RIP utilise l'algorithme de Bellman-Ford. Alors comment il va fonctionner ce protocole à vecteur de distance? En fait, un protocole à vecteur de distance, il n'a aucune vision globale du réseau. Bien, les routes vont être diffusées de proche en proche. Et la seule chose qu'il va pouvoir savoir, c'est quel est le chemin le plus efficace pour accéder à un proche. Ainsi, quand nous voulons accéder d'un réseau à un autre, chaque routeur nous indique, pour accéder au routeur suivant, quel est le plus court chemin. Donc cela n'est pas le plus efficace, étant donné que nous n'avons pas de connaissance de la topologie intégrale du réseau, et que du coup, emprunter le plus court chemin dans ce genre de contexte, c'est-à-dire ce qui est indiqué par chaque routeur, n'est pas forcément le plus court chemin sur l'intégralité de la topologie du réseau. Donc il y a d'autres limitations à ce protocole RIP, au fait d'avoir un protocole à vecteur de distance. D'abord, il va faire une grande consommation de la bande passante, particulièrement pour les grands réseaux, car en fait, il va envoyer de manière régulière, périodique, toutes les tables de routage dans leur intégralité en broadcast, ce qui évidemment consomme énormément de bande passante.
Ensuite, étant donné qu'un protocole à vecteur de distance n'a pas la connaissance de l'intégralité de la topologie du réseau, il va être sensible aux boucles de routage. C'est-à-dire que quand on va vouloir emprunter un chemin, il est possible qu'un routeur A nous indique de passer par un routeur B, qui lui-même nous indique de passer par un routeur C, qui lui-même nous indique de repasser par le routeur A. Et ainsi, nous n'atteignons jamais notre point distant, étant donné que nous sommes rentrés dans une boucle infinie. Donc pour résoudre ce problème, une limite de 15 sauts, c'est-à-dire de 15 routeurs passés, sera la limite maximale, au-delà de laquelle les paquets seront supprimés. Donc tout réseau au-delà de 15 routeurs, dans les faits, est considéré comme inaccessible par le protocole RIP. Donc ici, encore une fois, grosse limite de ce protocole. De plus, ce protocole ne va se baser que sur le nombre de sauts permettant d'atteindre le routeur voisin. Donc pour lui, le plus court chemin sera celui qui nécessite de passer par le plus faible nombre de routeurs, ce qui n'est pas forcément le chemin le plus efficace. Le chemin le plus efficace prendrait en compte la bande passante des liaisons entre chaque routeur. Si éventuellement une liaison tombe en panne, on va passer par un autre routeur et d'autres informations comme la fiabilité, la charge, le délai de nos liaisons. Donc tout cela, c'est quelque chose qui va être apporté par l'OSPF. Donc je vous l'avais dit déjà, l'OSPF a été créé pour pallier aux limites du protocole RIP. Donc c'est ce qu'on appelle un protocole à état de lien. Donc c'est un protocole qui va utiliser l'algorithme SPF et qui va avoir une connaissance de l'intégralité de la topologie du réseau. Donc cela permet entre autres d'éliminer les boucles de routage, tout d'abord. Donc on n'aura plus cette limite de 15 sauts. Ensuite, on va faire cela en collectant l'ensemble des coûts de lien, en termes de temps donc, et en continu. Donc, ainsi, chacun de nos routeurs connaîtra l'intégralité de la topologie de ce qu'on appellera une aire. On va voir ce concept par la suite. Alors, le seul problème, c'est que du coup, chacun de nos routeurs va devoir en permanence faire les calculs des plus courts chemins pour chacun des réseaux dans sa table de routage, ce qui va amener à une plus grande consommation de ressources processeurs. Donc pour avoir de l'OSPF, on va avoir besoin de routeurs plus performants qu'avec du RIP. C'est le seul désavantage de l'OSPF face au RIP. Le deuxième désavantage dans un autre contexte qu'on ne verra pas dans le cadre de la CCMNT, c'est si nous sommes sur des extrêmement grandes topologies où on va avoir ce qu'on va appeler plusieurs aires. Mais ce n'est pas ce que nous verrons ici. Donc dans ce cadre-là, ça amènerait une grande complexité. Donc comment il va fonctionner en détail? Donc première étape, notre routeur va analyser en continu les connexions vers les éléments proches. Donc pour ce faire, il va envoyer un message hello à intervalles réguliers à chacun de ses proches. Donc grâce à cela, ça va lui permettre de calculer le plus court chemin vers les routeurs voisins. Ensuite, il va diffuser la liste des routes connectées et des états de lien, donc l'état du lien qui lui permet de se connecter à ses voisins, la bande passante dessus, son efficacité, etc. Donc cette diffusion va être propagée de proche en proche, et c'est ce qu'on va utiliser, ce qu'on va appeler le LSA, donc le Link State Advertisement. Donc pour résumer, notre routeur envoie des messages hello à ses proches qui lui permet de savoir comment les connexions à ses proches se passent. Grâce à cela, il va analyser, il va calculer les plus courts chemins vers ses proches, en faire une synthèse et en avertir les différents autres routeurs du réseau. L'ensemble de ces avertissements, de ces LSA, va constituer du coup ce qu'on appelle la LSB pour Link State Database. Donc chaque routeur va avoir une copie de la LSB, la Link State Database, qui va lui permettre d'avoir connaissance de l'intégralité de la topologie du réseau, et donc du chemin le plus efficace d'un proche à un proche, et ainsi de calculer, grâce justement à l'algorithme SPF, le plus court chemin entre lui et un réseau distant. Donc comme ça, on a véritablement l'algorithme le plus efficace possible pour optimiser notre routage sur ce réseau. Donc, le problème de cela, c'est que on va avoir vraiment beaucoup d'informations à échanger,
et beaucoup de calculs à effectuer. Donc si on est sur des très grands réseaux, on va séparer ce réseau en aires, ce qu'on appelle en area. Donc ça va être des sous-ensembles de routeurs, en bordure desquels un résumé de la LSDB peut être fait. Donc ainsi, on va minimiser les échanges et les calculs sur des grandes distances, sur des grandes topologies. Donc cela va nous permettre d'éviter de propager l'intégralité de la LSDB en la résumant comme je disais. Chacune des aires va être identifiée par des nombres entiers de 32 bits, comme pour l'IPv4. Souvent, on va les noter en notation décimale pointée, tout comme l'IPv4 encore une fois, mais il ne faudra pas confondre un identifiant d'aire et une adresse réseau sur cette aire. D'accord ? Chaque sous-réseau peut appartenir à une seule aire, mais une aire peut englober plusieurs sous-réseaux. Donc, vous l'aurez deviné, la configuration d'OSPF devient très complexe quand plusieurs aires sont mises en place. Heureusement, dans le cadre de la CCENT, pour vous débutants, ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est de mettre en place l'OSPF en single area, donc dans une seule aire. On va utiliser une seule aire pour l'intégralité de notre réseau, de nos routeurs. Donc comment on va pouvoir, enfin on va passer à la pratique, activer l'OSPF sur nos routeurs. Donc il va falloir en mode de configuration lancer la commande routeur OSPF puis un process ID. Donc ce process ID, ça va être l'identifiant interne du processus de routage. Ça va être donc n'importe quel entier supérieur ou égal à 1. Dans notre cas, on en mettra un seul en place sur nos routeurs. Donc on va par exemple lancer un routeur OSPF 1 ou un routeur OSPF 100 et à chaque fois qu'on voudra configurer l'OSPF, il faudra réutiliser ce même process ID bien entendu. Donc si ce processus de routage n'a jamais encore été lancé, si l'OSPF n'est pas activé sur notre routeur, cela va nous permettre d'activer l'OSPF sur notre routeur. En revanche, si ce processus de routage existe déjà, a bien été lancé, donc nous a permis d'activer l'OSPF sur notre routeur, cela va nous permettre de rentrer dans le mode de configuration de l'OSPF, donc on va avoir un prompt config routeur qui va s'afficher, et nous permettre de modifier les paramètres qu'on va voir par la suite. Donc, ici, si je reprends l'exemple de la vidéo précédente, nous avons donc nos différents routeurs. On va se mettre en mode de configuration dedans. Avant cela, on va d'abord vérifier nos routes. Donc là, par exemple, j'ai déjà une route statique qui a été mise en place. Ici, nous n'avons pas besoin de faire de routage statique. Tout va être fait en routage dynamique. Donc on va aller supprimer ces routes statiques. Donc pour ce faire, je vais faire un no-ip route 192.168.1.0 255.255.255.0. Voilà. Si on réaffiche notre table de routage, on n'a plus que nos tables connectées, donc c'est bon. On va faire la même chose sur R1, sur lequel on avait aussi ajouté une route statique. Donc, encore une fois, on va vérifier cela avant. Voilà, donc on a bien notre route statique vers le réseau 3.0. Donc on va aller la supprimer, on se met en configuration, on fait un no-ip route 192.168.3.0 en /24. Voilà, on revérifie. Voilà. Donc ici, on n'a plus que nos routes connectées, donc c'est bon. À présent, activons donc l'OSPF sur nos routeurs. Donc, passons en mode de configuration. Donc, on va faire un routeur OSPF 1. Comme ça nous permet de lancer ce processus de routage. Une fois que cela est fait, on va pouvoir ensuite aller activer l'OSPF sur différents réseaux. Donc, tout d'abord, une étape optionnelle, mais qui peut être intéressante dans le cadre de votre réseau, on va pouvoir définir le router ID,
de notre routeur. Donc, dans le cadre de l'OSPF, chaque routeur a un identifiant unique, lui aussi sur 32 bits, souvent noté en notation décimale pointée comme l'IPv4. Généralement, ce routeur ID va être généré automatiquement à partir des adresses IP du routeur au lancement d'OSPF. Donc, vous pouvez le mettre en place de manière explicite en faisant un routeur suivi de routeur ID en mode de configuration d'OSPF. Ou vous pouvez le mettre de manière implicite en allant définir la plus haute adresse IP sur votre interface de loopback, étant donné que ce sera le plus souvent celle-ci qui sera utilisée. Donc, si je veux définir mon routeur ID, donc ici c'est la commande routeur ID directement qui est utilisée, je pourrais mettre par exemple 192.168, ici c'est le R1, donc disons que ce sera le 1.1, voilà par exemple, ici, voilà, mais cela n'est pas du tout indispensable. Si nous voulions aller le définir directement implicitement, on aurait fait une configuration de notre loopback 0 et on aurait fait donc un IP adresse 192 on aurait mis donc une adresse par exemple en 72, etc., ce qui nous aurait permis d'avoir notre adresse de manière implicite, mais ici on ne va pas bousiller la configuration de notre routeur. Donc une fois cette étape réalisée, si vous en aviez besoin, a priori vous en aurez besoin quand même dans assez peu de cas, on va pouvoir activer l'OSPF sur une interface. En fait, on va pas activer l'OSPF sur une interface directement, on va activer l'OSPF sur un réseau. Ainsi, il va l'activer implicitement sur une interface étant donné la configuration de l'adresse IP de cette interface. D'accord ? Donc par exemple ici, quand on a fait un network 10.0.3.0, si on a une interface qui est en 10.0.3.1, il a activé l'OSPF sur cette interface, d'accord, implicitement. Donc ici, on va aller reconfigurer ça, donc routeur OSPF 1. On va aller faire un network, donc ici 192.168.0.0. Ici, vous aurez remarqué, on fait un masque inverse. Hop, et on lui définit dans quel area on se trouve. Ici, on va utiliser l'area 0 pour toute notre configuration. Donc ici, ça veut dire que j'ai activé l'OSPF pour tous les sous-réseaux de 192.168/16. D'accord ? Donc, ce qui comprend tous les réseaux, au final, ici, de notre topologie. Donc, je vais faire la même chose sur mes autres routeurs. Donc, hop, j'active l'OSPF, je le mets sur le 192.168.0.0/16 dans l'area 0. Voilà. Et enfin, je vais l'activer sur le dernier. Donc, network 192.168.0.0 en /16 est toujours dans l'area 0. Voilà. Donc, a priori, ici, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour activer l'OSPF sur votre réseau. D'accord ? Bien entendu, il était auparavant primordial de bien comprendre comment fonctionne l'OSPF, le concept d'area, etc., ce que nous avons déjà vu. Donc ici, si on fait à présent un show IP route, vous voyez que plusieurs routes ont été rajoutées de manière dynamique. Il nous indique grâce à la première colonne ici, le O, que cela a été obtenu via OSPF. Donc ici, sur notre routeur R2 par exemple, nous avons obtenu la route la plus efficace pour aller au réseau 138.1.0, la même chose pour le réseau 3.0 et également pour les réseaux 10.0, etc. Donc le réseau ici, a priori même il n'est pas nécessaire celui-là, hein. On a fait une configuration simple en faisant le 192.168.0.0 en /16. Ici par exemple il n'était pas nécessaire de connaître
le chemin vers la route 192.168.10.0, d'accord, étant donné qu'elle n'est utilisée que pour la connexion entre ces deux routeurs. Mais l'OSPF fait tout pour nous. Donc, une fois que cela est fait, je peux ici aller faire voilà, et donc ici toutes les routes ont été rajoutées dynamiquement, je n'ai pas eu à configurer mes routes en statique et tout, et cela me permet d'avoir bien l'interconnexion entre mes différents réseaux de manière optimale, sans avoir eu à le réfléchir, à l'analyser, etc. L'OSPF a tout fait pour nous. Donc enfin, il y a un sujet important, le principe des interfaces passives. Donc, par défaut, un routeur sur lequel OSPF est activé continuera toujours de chercher régulièrement ses voisins sur ses interfaces. C'est-à-dire qu'il va toujours, sur toutes les interfaces sur lesquelles l'OSPF est activé, envoyer des messages hello à intervalles réguliers. Même si cela ne prend pas beaucoup de ressources, cela est un gâchis de ressources quand il n'y a aucun voisin sur celle-ci. Donc ici, par exemple, sur son interface Fast Ethernet 00, le routeur R3 continue à essayer de découvrir d'autres routeurs alors qu'il n'y en a pas, étant donné qu'on l'a configuré ici, l'OSPF, sur tous les réseaux 192.168.16. Donc ce qui fait partie, cette interface Fast Ethernet 00 en fait partie puisqu'elle est en 192.168.3.1. D'accord? Donc il va toujours envoyer des messages hello sur ces interfaces. Cela est un gâchis. Donc on va faire en sorte de le mettre en mode passif, afin qu'il arrête d'envoyer ces différents messages hello sur cette interface. Donc pour ce faire, on va pouvoir faire de deux manières, soit en mode de configuration du processus de routage. Donc on refait un routeur OSPF 1. Et ensuite, on va pouvoir lancer la commande passif interface, comme ceci, passive interface, et donc ensuite on lui indique le type d'interface, donc ici c'est le Fast Ethernet, et son numéro 00. Voilà. Donc ici, nous avons passé l'interface Fast Ethernet 00 en mode passif. Ainsi, si on rajoute éventuellement un routeur ici, en OSPF, sur lequel on a activé l'OSPF, celui-ci va lui, en revanche, vu qu'on n'a pas mis son interface en mode passif, envoyer des messages hello, ce qui permettra d'informer le routeur R3 qu'il y a eu un nouveau routeur sur cette interface, ce port, donc il devra en conséquent modifier ses tables de routage, etc. C'est pour ça qu'on dit qu'il est en mode passif, il est en attente de réception de messages hello, plutôt que d'en envoyer lui-même. Donc ça c'était la première méthode, on va faire la même chose pour R2. Par contre, cette fois-ci, on va passer par le mode de configuration de l'interface. Donc, on va se mettre en mode de configuration. On va faire interface. Donc ici, c'est le Fast Ethernet 00 toujours, il me semble. Voilà. Donc 00. Et ici, on va pouvoir faire un IP OSPF passive interface, comme vous le voyez ici. Alors ici malheureusement il ne nous le prendra pas en compte sur cette version de routeur, donc il aurait fallu évidemment passer par le moyen que je vous ai donné tout à l'heure. Vous aurez remarqué, les différents routeurs n'ont pas toujours les mêmes commandes disponibles, d'autant plus ici qu'on est avec Packet Tracer, donc Packet Tracer a ses limites. Donc enfin, quelques commandes d'information, donc pour voir une synthèse de la configuration de l'OSPF sur notre routeur, on fera un show IP OSPF. Donc ici on a toutes les informations liées à notre OSPF. Donc la question du backbone ici, donc c'est l'aire minimale qu'il doit y avoir dans l'OSPF. Si on a plusieurs aires, on aura toujours cette aire 0 qui permet de connecter toutes les autres aires. C'est pour ça qu'on l'appelle l'aire backbone. Ici, vu qu'on est en single area, c'est la seule aire qu'on utilise. Donc ici, nous voyons pour ce routeur qu'il y a 3 interfaces qui sont dans cette aire,
qu'il n'y a pas d'authentification mise ici. C'est pas un sujet que nous avions à voir dans la CCENT, mais nous pouvons mettre en place des authentifications entre les routeurs pour être certain que les tables de routage ne soient pas communiquées à des routeurs qui ne fassent pas partie de notre réseau, celui d'un attaquant, etc., etc. Et ensuite, si nous voulons donc afficher des informations sur les voisins, nous ferons un show IP OSPF neighbor. Et ici, nous voyons nos différents voisins. C'est donc ici le 192.168.1.1, donc c'est le R1, et le 192.168.12.1, donc c'est donc le R3. Et nous voyons donc sur quelle interface ils sont, etc., etc., toutes les informations qui nous ont permis de récolter nos messages Hello. Donc ceci conclut notre vidéo sur l'OSPF. Nous avons vu donc ici la configuration de l'OSPF sur un réseau en single area. Donc nous avons vu ses bénéfices par rapport au protocole RIP, son fonctionnement, comment l'activer, comment définir le router ID de nos routeurs, comment configurer enfin l'OSPF, l'activer pour un certain réseau, certaines interfaces, et enfin comment mettre une interface en mode passif pour l'OSPF. Donc cela conclut cette vidéo et je vous donne directement rendez-vous pour voir ensemble le routage inter-VLAN.